Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, cher collègue Jean-Paul Baquet, monsieur le vice-président du Conseil général, monsieur le maire, cher Prosper, mesdames, messieurs, c'est par un moment fort que nous terminons cette demi-journée commémorative des événements des 8 et 9 juillet 1944 qui ont marqué l'histoire de Vaux-leurs-Montagnes et de ce territoire du Forez. Aussi, quel symbole que d'honorer ce même jour un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale par la distinction suprême qui est celle de la Légion d'honneur. En premier lieu, je vous remercie sincèrement, cher monsieur Joty, d'avoir choisi votre député pour vous remettre, au nom du président de la République, cet insigne de votre nomination au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Si cette nomination est la reconnaissance légitime de la nation à un de ses anciens combattants, elle est aussi le résultat des démarches entreprises par Alain, le fils de votre regretté compagnon d'armes Marius Chigros, et portée avec efficacité par mon collègue Jean-Paul Baquet, député d'Issoire, dont je salue la présence à nos côtés aujourd'hui. Qu'ils soient tous les deux remerciés pour leur action en faveur d'une si juste attribution. Je tiens à saluer aussi tout particulièrement les membres de la Légion d'honneur présents à cette cérémonie autour du président de la section départementale de la Société des membres de la Légion d'honneur, le général Varenne-Paquet, et autour du président du comité d'arrondissement, Élie Fayette. Parmi eux, je voudrais souligner la présence d'un compagnon d'armes de Prosper Joty, M. Antoine Matevon, de Marsac en Livradois, tout en ayant aussi une pensée pour Yvon Monteillé de Saint-Amand-Roche-Savine, hospitalisé à Ambert et qui était avec Antoine Matevon, un compagnon d'armes. Cette réception, dans l'ordre de la Légion d'honneur, est le couronnement de la reconnaissance par la nation de l'engagement et des mérites de l'un de ses enfants. Les deux citations qui viennent d'être lues par Jean-Paul Baquet et le maire Jean-François Delaire, portant toutes deux attribution de la Croix de guerre avec l'étoile de bronze, attestent du courage remarquable et de la détermination dont a fait preuve Prosper Joty dans les conditions d'un combat sans merci. Le rappel par Alain Chigros des opérations auxquelles il a participé montre aussi, petit clin d'œil, la chance qui a été la sienne de ne pas être blessé durant ces multiples combats. Et quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit « c'est que j'étais sportif ». Et il a ajouté « j'étais sportif et compétitif ». Sans doute rapidité, résistance physique, associée au sens de l'observation du travailleur de la terre et à la réactivité du bûcheron devant le danger, sont des qualités qui peuvent se révéler utiles dans certaines circonstances. Rester à 93 ans, je peux dire l'âge, 93 ans, d'une grande lucidité, avec une mémoire intacte, Prosper, Jean-François, tu dis le Pépé ? Pépé. Prosper raconte avec précision les souvenirs de cette période de la Deuxième Guerre mondiale. Les 8 mois passés en chantier de jeunesse, en Corrèze, à produire du charbon de bois, mais aussi à être formaté en jeune Français, obéissant et ordonné, soumis à une discipline militaire pour obtenir en sortant le certificat de moralité et d'aptitude. Petit clin d'œil. Sa visite médicale ensuite pourrait être envoyée au STO, service du travail obligatoire. Cher collègue Jean-Paul, il m'a expliqué, Pépé, qu'il avait fait une angine et qu'il avait mis autour du cou une serviette de toilette. Je ne sais pas si c'est toi qui l'avais conseillé comme médecin, mais il m'a dit que ça lui avait évité de partir en Allemagne, ou sans doute, plutôt que de partir en Allemagne, ça lui a évité de rejoindre dans la clandestinité ses amis réfractaires.
Enfin, il a eu ses contacts réguliers au col du Chancer avec le lieutenant Delin de la 3e compagnie des forces françaises de l'intérieur. Puis, il y a eu son entrée dans la résistance. Dans ce combat de l'ombre et de la lumière, entre l'espoir et le désespoir, le jeune Prosper a alors fait le choix de l'espérance. L'espérance d'une espérance, une espérance lucide, c'est celle du devoir. Après notre itinéraire annuel du souvenir, du Brugeron jusqu'à Vollore-Montagne, je voudrais revenir sur le sens de l'engagement dans la résistance pour lutter contre le fascisme hitlérien. Après la honte de la débâcle et l'effondrement d'une France que je me permettrai de qualifier de gâteuse, c'est progressivement que s'est construit l'esprit de la résistance, année après année. Après l'acceptation d'un pays vaincu et soumis, c'est progressivement qu'a grandi la révolte patriotique jusqu'à la prise en compte des valeurs de progrès social et la rédaction du programme du Conseil national de la résistance. Pour reprendre des propos de Raymond Aubrac, je cite, « On pourrait convoquer le mot utopie pour qualifier l'esprit de la résistance. C'est grâce à cela que l'on pouvait, en 1944, imaginer une France meilleure. » Aussi, nous faut-il puiser dans les pages d'histoire et dans le sacrifice de tant de résistants, de tant de fusillés, d'internés, de déportés, et dans les engagements de combattants comme Prosper, les leçons nécessaires à la compréhension du moment présent. Les différents hommages que nous avons rendus ce matin doivent nous faire réfléchir. À la suite des événements de juillet 1944, le rapport consigné sur le registre des délibérations du conseil municipal de Vollore-Montagne, en date du 2 septembre 1944, est révélateur. 3 civils tués. Nous l'avons vu tout à l'heure au monument aux morts du bas du village. 10 maquisards tués au combat. 2 autres, gravement blessés, mourront le lendemain à Thiers. 2 autres ont été considérés comme perdus. Terrible tragédie. Mais à l'émotion, toujours présente, chaque année. Après la communion contre l'oubli que nous avons, nous ne devons pas occulter une approche historique qui fasse réflexion par l'analyse des causes et de l'enchaînement des faits. La mémoire et l'histoire doivent nous permettre de mieux comprendre le temps présent et les dangers du retour des idées xénophobes et racistes conduisant au repli sur soi et au rejet de l'autre. Le constat d'Antonio Gramsci entre les 2 dernières guerres mondiales est d'une terrible actualité. Un ancien monde se meurt, un nouveau monde tarde à venir, et de l'obscurité surgissent de nouveaux monstres. Aussi, faut-il rappeler que l'engagement de Prosper Joty a du sens. Il n'était pas anodin en septembre 1944 pour les jeunes maquisards de la 3e compagnie des FFI d'Auvergne d'intégrer le 13e RTS, régiment des tirailleurs sénégalais, devenu le 23e régiment d'infanterie coloniale à compter du 1er octobre 1944. Certains utiliseront alors la formule pas très heureuse de blanchiment de la 9e division d'infanterie coloniale constituée auparavant de soldats africains mobilisés pour défendre notre sol. Je voudrais sur ce point revenir sur une page d'histoire insuffisamment rappelée dans les commémorations de la libération de la France et qui porte le nom d'amalgame, c'est-à-dire l'intégration des résistants et des maquisards dans l'armée B du général de Latte de Tassigny. C'est à Besançon que cette armée est ensuite devenue la première armée française le 19 septembre 1944. En février 1944, le général de Gaulle avait en effet décidé que les résistants et les maquisards deviennent les FFI, Forces françaises de l'intérieur. Le 15 août 1944, le général Delattre avait débarqué avec l'armée B en Provence. Il s'était trouvé en présence d'une masse de FFI de plus en plus importante et d'origines diverses. Un officier de la première armée
Ancien des maquis les décrivait ainsi. Ces volontaires sont pleins d'enthousiasme, très jeunes, mais capables de grandes choses. Ils ne savent pas très bien ce qu'ils veulent, mais ils le veulent avec force. La troupe FFI est une troupe comme la France ne s'en est pas offerte depuis longtemps. Il a été proposé au FFI de signer, à titre individuel, un engagement volontaire dans l'armée pour la durée de la guerre, EVDG. Ça apparaît de cette façon sur votre livret militaire, Monsieur Joty. Cela représentera, pour le deuxième classe Prosper Joty, 14 mois, de septembre 1944 jusqu'à la démobilisation de celui qui était devenu le caporal Prosper Joty, en novembre 1945. Au total, ce seront près de 40 000 engagés volontaires qui auront rejoint l'armée de Lattre. Ils seront près de 120 000 à la fin de la guerre. Ainsi, le général de Lattre de Tassigny avait réussi à fondre dans un même creuset des soldats de l'armée d'Afrique, des coloniaux, des combattants de la France libre, des évadés, et parmi eux, plus de 100 000 résistants des FFI. Il a redonné à la France une armée de 400 000 hommes dont on a dit qu'elle était une sorte de miracle national. C'est avec cette armée qu'il a libéré, en 1944-45, une grande partie du territoire de la République sur un terrain préparé par les années de résistance intérieure. C'est lui, grâce à l'action et au rôle de la première armée, c'est grâce à cette action que la France a pu être co-signatrice de l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie à Berlin le 8 mai 1945. Les victoires de cette armée dont vous étiez, Monsieur Joty, furent ainsi un magnifique symbole de la réconciliation nationale et de l'élan patriotique. Cet engagement, le jeune Prosper l'a vécu naturellement, comme tant de résistants et engagés volontaires qui ont été l'honneur de notre nation. Monsieur Prosper Joty, en vous distinguant aujourd'hui, en reconnaissant vos mérites avec solennité, nous honorons à travers vous tous ceux qui ont servi la patrie avec courage, tous ceux qui ont versé leur sang et trop souvent donné leur vie.